c'est le fait qu'on ne veuille pas se pencher sur ce seul problème-là. Le fait qu'on ne veuille pas admettre que c'est injuste. On me dit, ah mais non, c'est pas injuste, c'est bon pour le socialisme. Bah peut-être, mais c'est injuste. Ah non, mais c'est pas bon pour le socialisme, c'est passé à cause des capitalistes. Mais peut-être, mais c'est injuste qu'on commence par prendre le problème là où il est, tout simplement. L'injustice de ces charges. Après, on pourra parler du capitalisme, on pourra parler du socialisme, de la politique, de l'avenir monétaire, mais avant tout qu'on se concentre sur ce problème-là. Alors justement, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'Europe, chez nos voisins, les règles sont différentes, en particulier en Allemagne et en Angleterre, où il existe ce qu'on appelle, alors c'est pareil, moi je trouve que c'est une expression de novlangue, la flexibilité de l'emploi, puisque cette flexibilité, elle se joue quand même plutôt contre les employés, puisqu'en Allemagne, on sait qu'il y a même des enchères à la baisse pour trouver un travail, il y a les one euro job, effets collatéraux, effectivement, voilà, les one euro job. Mais est-ce qu'en plus cette technique, parce que on sait que cette libéralisation du marché du travail, c'est-à-dire que le travail est devenu une marchandise finalement, en Allemagne, en Angleterre, donc on a fait sauter tous les verrous et puis on sait très bien qu'en Angleterre, en Allemagne, on peut vous embaucher là puis vous êtes viré le lendemain. Il n'y a pas de, c'est très facilité pour l'employeur. Est-ce que justement les Français veulent ce type de société qui est finalement une société à l'américaine, une société où il n'y a plus de protection sociale, où l'employeur a un peu tous les droits, et le CDI il a été mis il est, j'ai envie de dire, presque enterré avec l'ANI, le nouvel accord qui a été proposé par le gouvernement récemment, qui enterre le CDI, mais c'est un accord qui s'inscrit dans les directives européennes, c'est-à-dire de lâcher du lest sur le marché français. Oui, d'ailleurs cet accord, si vous me permettez, cet accord, encore une fois, a été fait sans concertation, sans chef d'entreprise autour de la table. D'ailleurs, il a pas été signé par la CGTFO, je crois que c'est la CFDT seulement qui a signé. Est-ce qu'un truc qui est signé par un seul parti peut encore être qualifié d'accord, d'ailleurs? Ouais. Bon. Vous en pensez quoi avec le fond de cet accord? Parce qu'il met quand même gravement en danger, on va dire, le principe du CDI. Ça y est, c'est terminé. Les gens qui arrivent aujourd'hui dans la vie active ne peuvent pas espérer avoir des protections comme leurs parents, voilà. Alors, ce que je pense de cet accord est exactement la même chose que ce que je pense de tout ce qui a été fait par tous les gouvernements de gauche ou de droite. C'est le coup de poker. Ça peut fonctionner ou ça peut ne pas fonctionner. Là, on n'a pas de garantie. Pour la simple et bonne raison que ceux qui l'ont fait au bluff. Je vais vous donner un exemple très concret, ce qui me permet de dire ça. Actuellement, tout le monde ne parle que de ce joujou inventé par le chef de l'État, sa fameuse boîte à outils qui comprend son pacte de stabilité, qui a changé 25 fois de nom. Donc c'était le pacte de stabilité, après ça a été le pacte de confiance. Bref, ce pacte, pour en dire deux mots à vos téléspectateurs, prévoit, le chef de l'État avec ce pacte, cette fameuse boîte à outils, prévoit la création de 2 millions d'emplois sur 5 ans. Bravo, j'aurais même pas été aussi courageux à la place du chef de l'État, donc je me dis vraiment, si c'est son objectif, tant mieux. Là où je suis un peu déçu, et ça va répondre à votre question sur l'ANI et sur tous les autres accords qui ont été signés avant ce fameux pacte, c'est que pour créer 2 millions d'emplois, le chef de l'État n'a pas choisi les bons outils. Et pour deux raisons. La première, il ne les connaît pas, il n'a jamais été chef d'entreprise lui-même, 93% des gens qui travaillent dans son cabinet ne sont jamais passés par la case entreprise privée, les 3/4 d'ailleurs ne sont même jamais passés par la case entreprise, ils ont fait école, ministère. Donc pour créer de l'emploi ou pour connaître les problématiques de l'entreprise, c'est compliqué. Et la deuxième raison, c'est que le chef de l'État l'a dit lui-même, il n'a pas reçu la gauche en héritage, il est lui-même la gauche. Donc il ne pourra pas changer sa politique puisqu'il fait de la politique une philosophie. Et dans sa philosophie à lui, on ne peut pas transiger avec un patron, on ne peut pas faciliter la vie d'un patron parce qu'un patron, ça a forcément de l'argent et donc ça doit subir et payer et point. Et un salarié qui gagne bien sa vie, ça doit subir et payer et point. Donc ça ne pourra pas marcher. Et pour aller plus loin sur ce pacte de stabilité, pourquoi ça ne va pas marcher? Pour les mêmes raisons que l'ANI ne va pas marcher. Et que si ça marche, ça sera vraiment un coup de chance. Mais je n'y crois pas. Le chef de l'État a confié à Pierre Gattaz, donc Pierre Gattaz c'est le président du MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, ce sont les plus grosses entreprises françaises qui adhèrent dans ce syndicat. Ce syndicat, je l'ai dit tout à l'heure, représente au mieux 110 000 entreprises. Au mieux, parce que, je l'ai dit aussi, 97% des entreprises françaises, elles n'ont pas 2000 ou 3000 salariés, elles ont entre 0 et 19.
Elles n'ont pas de représentants autour de la table et le chef de l'État ne les a pas prises une par une ou même pas secteur par secteur, hein, les fleuristes, les boulangers ou les taxis. Non, il ne les a pas contactées, ces petites entreprises-là. Tant et si bien que seul Pierre Gattaz a été chargé de mener à bien ce pacte de stabilité pour créer 2 millions d'emplois en 5 ans. Ouais. Donc, je pense que vos auditeurs savent compter, tout comme moi, 2 millions d'emplois sur à peine 100 000 entreprises. C'est intenable, ça fait une vingtaine de salariés par entreprise. Elles ont déjà du mal à en embaucher un. Est-ce qu'elles iront en embaucher 20? Et quand bien même elles en prendraient 20, celles-là, tant mieux si c'est le cas. Si ça marche, je dis bravo, monsieur Hollande, mais on n'aura pas tout résolu. Les petites entreprises, elles, qui sont toujours en manque de main-d'œuvre à cause du coût du travail, on n'aura rien proposé. Elles continueront d'être en sous-effectif et elles continueront de crouler sous les charges. Et donc, pour répondre à votre question, l'ANI, ça va finir exactement comme tout ce qui s'est passé avant. Il y en a eu des accords avec ou sans les syndicats, et malheureusement avec ou sans les patrons aussi, et avec ou sans les salariés. Ces accords, dès lors qu'ils ont été finalisés par des gens qui étaient peu ou pas concernés ou informés. Mais de force. Oui, mais regardez tout ce qu'on a imposé de force et qui ne marche pas. Je peux vous faire la liste. C'est vrai qu'il y en a. Très longue. Elle est très longue, la liste de tout ce qui ne marche pas. Cette mutuelle dont je parlais tout à l'heure ne va pas marcher. Et il y a plein d'autres choses. On a la taxe d'apprentissage. On l'a imposée de force. Il n'y a jamais eu de négociation sur la taxe d'apprentissage. Elle ne marche pas. Combien de fois je me prends la tête avec des présidents de CCI, de chambres de commerce d'industrie, ou avec des chambres d'artisanat, avec des OPCVA qui collectent des taxes de formation, sur le bien fondé de cette taxe d'apprentissage, dont le seul coût de collecte est quasiment supérieur à ce qu'elle rapporte. Elle ne marche pas. Et puis on continue quand même de faire payer les entreprises. Je paye moi-même la taxe d'apprentissage, je n'ai pas d'apprenti chez moi. Je n'ai pas d'apprenti, je ne pourrais pas en avoir pour certains secteurs d'activité, et dans les autres activités où je pourrais en avoir, c'est très compliqué. L'apprenti, c'est un outil merveilleux, l'apprentissage. Je souhaite qu'on développe encore ça, mais qu'on en facilite l'accès. Et si on le force, comme on l'a fait il y a quelques années, comme on a forcé plein d'autres choses, et encore une fois, je ne vais pas vous gaver avec la liste de tout ce qu'on a fait passer au forcing, mais on n'obtiendra rien du tout, encore une fois. Donc l'ANI, c'est comme le pacte de stabilité, ça ne peut fonctionner que si les gens qui mettent ça en œuvre sont des gens qui sont compétents pour le faire, des gens qui ont une certaine expérience, une certaine connaissance. C'est-à-dire sans consensus social, ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne peut pas fonctionner. Je me rappelle de Nicolas Sarkozy, et finalement François Hollande a repris ça à son bon compte, qui disait je serai l'initiateur, et toutes les fois où il n'y aura pas de consensus entre les acteurs sociaux, je prendrai mes responsabilités de chef de l'État. Bon, très bien, sauf que ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande ne l'ont fait. Chaque fois, ils ont prétendu qu'ils allaient mettre autour de la table des gens qui étaient concernés pour tenter de les faire s'entendre. Et arrivé là, finalement, ce ne sont que des chefs d'État qui ont remis leurs habits de grands décideurs et qui ont imposé. Et si vous est-ce que tout n'est pas joué d'avance? On va en parler dans la troisième partie, puisque de toute façon on va revenir, il y a des questions j'ai vues sur l'Union Européenne et on en posera, parce que justement ce que vous dites là est très très important, et justement on en parlera dans la troisième partie. Steph à la régie, il est prêt, c'est magnifique. Tant pour moi, les micros n'étaient pas rebranchés. Voilà, bonsoir. Voilà, là ça marche. Pas de son, j'imagine. Voilà. Donc là c'est bon, il y a le son qui passe. Donc je disais toujours sur la libre antenne avec Guillaume Thomas, président fondateur d'Étendu, association. Alors je disais des petits patrons, mais c'est peut-être un peu péjoratif parce que j'aime pas le mot petit patron. Oui, moi non plus, j'aime pas ce mot. D'ailleurs, je l'entends toute la journée et puis il y a rien qui m'agacer parce que par définition, c'est quoi un grand patron? Voilà. C'est d'abord tous les patrons dès lors qu'ils ont réussi à créer une entreprise et surtout qu'ils arrivent à passer les 3 premières années, ils sont déjà des grands patrons finalement. Non, c'est une association de chefs d'entreprise, de petites entreprises, de grands patrons de petites entreprises qui sont entrés en résistance clairement, mais pas en guerre particulièrement parce que nous on souhaite que les choses se passent bien. Ils sont entrés en résistance pour avoir enfin de la reconnaissance et surtout plus de rationalité sur la manière dont ils sont traités et dans leurs rapports administratifs et fiscaux naturellement avec l'État. Alors justement, j'avais une question de Daniel qui disait
Les charges patronales étant une partie de salaire différée et mutualisée, une réduction de ces cotisations devrait être également intégralement reversée aux salariés pour qu'ils ne subissent pas une perte. Quels sont vos arguments pour maintenir que ces charges patronales vous appartiennent? Alors, cher Daniel, je vais vous répondre. Je vais vous répondre avec beaucoup de plaisir, même si c'est un petit peu triste ce que je vais vous dire. D'abord, vous me parlez de salaire différé. Mais le législateur n'a jamais inventé ou utilisé cette expression. Le salaire, c'est le salaire n'est pas différé. Alors, il est différé lorsque il s'agit de protection sociale, de revenus par exemple. L'allocation chômage est une sorte de salaire différé, on vous la prend sur votre salaire actuel et on vous la reverse plus tard quand vous n'avez plus de salaire actuel. Bon. La retraite est une sorte de salaire différé aussi si vous voulez, mais la part patronale n'en est pas un salaire différé. Alors après, vous me demandez plus précisément, cher Daniel, pourquoi ou quel est mon argument pour considérer que cette part patronale n'appartiendrait pas aux salariés. Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines dans mon jardin. Je rentrais chez moi un soir à 23h, il faisait nuit, et des syndicalistes, je vais être gentil, je ne vais pas citer le syndicat, mais si vous mettez un petit mail, je vous dirai de quel il s'agit, m'attendaient cachés dans mon jardin. Parce que bon, au-delà de la méthode qui est désagréable, naturellement, j'étais très surpris par le discours, parce que ces gens étaient venus me reprocher que je volerais du salarié en ne payant pas ma part patronale. Alors première chose, la part patronale, je l'ai dit, je ne la paye pas, je la conteste. Mais à un moment, je le sais, le tribunal m'obligera à la payer. Mais pour le moment, je ne la paye pas et ça oblige les pouvoirs publics à prendre des décisions. Donc, je n'ai volé personne. Et si j'ai volé quelqu'un, ce ne sont sûrement pas des salariés. Et donc, je vais vous faire, cher Daniel, la même réponse que j'ai faite à ces syndicalistes qui ont fini par se disputer entre eux pendant que je montais chez moi me coucher. Si cette part patronale devait appartenir aux salariés, ça voudrait dire qu'en plus de la part salariale, qui est déjà de l'ordre de 20 à 25% selon, 23% en moyenne, plus l'impôt sur le revenu, c'est près de 80% que les salariés se feraient ponctionner à la source chaque mois sans que personne n'ait jamais rien dit, et pas surtout les syndicats. Non, Daniel, vous vous en rendez bien compte avec ce calcul, c'est une erreur abyssale, pour ne pas dire monumentale, que d'imaginer que cette part patronale appartiendrait aux salariés. Si c'était le cas, rassurez-vous, les syndicats, même s'ils ne sont pas toujours très efficaces ou très malins, auraient su remettre les choses dans l'ordre pour que les employeurs ne puissent à aucun moment faire main basse sur cette part. Cette part, elle appartient donc au patron. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs l'Académie française est très claire sur ce que signifie patronal, adjectif patronal qui appartient au patron. Oui, voilà, alors justement, on me dit, avant de parler de l'Union européenne, il y a Zolive qui vient à la rescousse, il me dit, Tepa, est-ce que tu peux lui parler en disant qu'il entend, en fait, c'est l'expression coût du travail, qui dit c'est trop facile, et le coût du capital, on le traite quand même, avec plus de 500 milliards dans les paradis fiscaux, 80 milliards par an d'évasion fiscale, si on ajoute les autres exonérations, niches fiscales, etc., réservées au grand capital. Parce que c'est vrai que le pauvre Kidam, il a rarement accès à un conseiller fiscal qui lui dit comment optimiser ses revenus, alors que ces messieurs-là, aujourd'hui, en plus, la mondialisation, c'est parfait, quoi. Est-ce qu'il soulève pas un grand problème? C'est que finalement, la cause, on s'attaque pas, encore une fois, j'ai envie de dire, les puissants, on les laisse tranquilles. Ouais, alors je vais répondre à Zolive 13. Bonsoir Zolive, tout d'abord. Merci pour la question. Alors, je vais être obligé de scinder la réponse en 3. Pardon, je vais être un petit peu long, mais j'ai pas le choix. Alors, sur le coût du travail, vous avez raison de me rattraper. Il n'y a pas très très longtemps, une jeune fille m'a arrêté dans la rue en me disant, moi je suis salarié, je vous soutiens, mais. Alors, je lui ai dit, mais quoi? Et elle me dit, le terme coût du travail me dérange. Et elle avait raison finalement de le souligner, c'est pour ça que je suis content que vous posiez la question. Effectivement, le coût de travail, c'est une expression qui est un peu injuste parce que si on devait raisonner que en coût de travail, ça voudrait dire que le salarié empoche cet argent. Et effectivement, c'est le coût lié au travail que je dénonce, parce que le coût du travail lui-même, ça ne me dérange pas naturellement de payer à son salaire, au salarié son salaire pour la compétence qu'il met au service de l'entreprise. Donc vous avez raison de me rattraper sur le vocable ou sur l'expression coût du travail. Sur le coût du capital maintenant, je l'ai dit, j'ai déjà plusieurs fois répondu à la question, on peut l'aborder vite fait. Le coût du capital, mais tout a un coût malheureusement. Alors on peut aussi baisser... Parce que le capital est beaucoup moins taxé que le travail, il faut quand même le dire. Exactement. C'est quand même extraordinaire. Le capital est nettement moins taxé que le travail. C'est parfois injuste, c'est même très souvent injuste, mais je peux vous donner des exemples de taxation du capital qui ont été particulièrement injustes. J'entendais l'autre jour l'animatrice Christine Bravo sur Europe 1 qui racontait cette histoire hallucinante, mais la France entière s'en rappelle, de ces retraités qui
après avoir capitalisé dans une maison à l'île de Ré, ont dû payer des impôts qui étaient supérieurs à la valeur de la maison parce que cette seule maison se trouvant sur l'île de Ré où le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin je crois, avait une résidence, avait pris une valeur telle que l'imposition qui en découlait était hallucinante et ces retraités ne pouvaient pas la payer. Donc on connaît aussi des coûts du capital des taxations en tout cas qui sont bien supérieures. Mais là il s'agit dans le cas du foncier, mais là lui il parle vraiment à mon avis du capital dans le sens je l'avais bien compris, des valeurs mobilières. Mais c'était simplement pour dire que je ne voudrais pas qu'on imagine que le capital est dans 100% des cas sous-taxé. Non, il existe des cas où le capital malheureusement est aussi surtaxé et c'est incongru. Dans le capital sous-taxé maintenant, effectivement vous avez raison de le préciser, c'est un vrai problème. S'il y avait une meilleure répartition de l'imposition, ou de la taxation d'une manière générale, de toutes les taxations, le capital produirait sûrement plus de revenus qu'il n'en produit actuellement et ce serait sûrement plus juste. Alors, je suis obligé de refaire la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Mon combat à moi, c'est l'injustice des charges sociales. Je suis pas. Il y a déjà l'association Contribuables Associés. D'ailleurs, je salue Benoît de Taffin et toute son équipe qui font un travail d'information très important et vraiment de qualité sur la fiscalité. Et c'est plus leur combat à eux que le mien. Pas que ça ne m'intéresse pas, mais moi, je suis vraiment axé sur l'injustice des charges sociales. La taxation du capital, c'est-à-dire, si c'est ce que vous voulez m'entendre dire, oui, je suis assez pour, d'autant plus que je trouve qu'il n'est tout simplement pas assez taxé à certains moments et trop à d'autres. Pour vous donner un exemple précis encore, quand on taxe les plus-values de cession d'entreprise à hauteur de 25 ou 26%, je crois, c'est un quart, c'est beaucoup d'argent, ça ne facilite pas la transmission d'entreprise, donc ça ne facilite pas la création de richesses et d'emplois, malheureusement. C'est beaucoup trop. À l'inverse, on sous-taxe des capitaux cumulés sur des comptes bancaires, dans des sociétés offshore ou dans des paradis fiscaux, alors qu'on a la liste des propriétaires de ces comptes et on a les montants qui sont stockés sur ces comptes. C'est injuste parce que ces comptes ne produisent rien ou en tout cas rien en France. Bah on estime, on nous a mis le lien, Zach, il nous dit 18 000 milliards de dollars oui, qui ont quitté, depuis 2007. Donc ça fait, depuis 2007, mais ça ferait donc 7-8 ans. 7 ans, ouais, ça me paraît cohérent parce qu'il y a des sommes fabuleuses qui passent sur les paradis fiscaux. Et justement, alors il y a encore aussi une autre question qui est un peu dans le discours. On nous dit est-ce que encore cette question de la politisation, qu'en est-il donc d'une politisation du discours, sachant que vous attaquez aux conséquences de l'impuissance politique? Parce que pour eux, ils estiment que si on en arrivait à ce stade, et alors ça aussi, il y a une autre question que je voulais poser, que quelqu'un nous avait posée, qui demande, mais cette part patronale, vous en ferez quoi? Elle sert à financer quoi exactement? Alors, ça c'est Attila qui nous demande. Je vais répondre dans l'ordre où je vais apparaître les questions, si vous permettez. Donc je vais répondre d'abord à Elfeteros. Elfeteros, Corche votre nom. Bonsoir Elfeteros, vous me demandez ce qu'il en est de la politisation de mon discours. Alors, j'ai vu plusieurs fois passer, on n'a pas répondu à la question encore, plusieurs fois passer la question, est-ce que j'ai été approché par des partis politiques? Voilà, oui. FN, UMP, etc. Alors, c'est curieux parce que, curieusement, on aurait tendance à penser que ce sont les partis plus de droite, vous citez le FN et l'UMP, même si j'ai eu des contacts avec eux, je ne le nie pas, mais c'est venu beaucoup plus... c'était beaucoup plus inattendu, les partis qui m'ont approché, mais d'une manière générale, et quel que soit le niveau de celui qui m'a approché dans chacun des partis, à peu près tous les partis m'ont approché pour différentes raisons. D'ailleurs, je l'ai publié sur mon profil. J'ai déjeuné à plusieurs reprises avec des partis politiques, avec des chefs de partis politiques. J'ai rencontré Christine Boutin, j'ai rencontré Arnaud Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan, ou le parti qu'il représente plutôt. Bon. J'ai eu, mais sur l'échiquier politique, vraiment de gauche comme de droite, oui, j'ai eu beaucoup de contacts. Mais d'abord, je ne suis pas un politicien, ça n'est pas ma formation professionnelle ou personnelle. Ma formation, moi j'ai fait du droit, après j'ai fait GEA, de la gestion d'entreprise, et puis j'ai monté des boîtes. Ma première vocation avant la politique, c'est l'entrepreneuriat, c'est ça. Après j'ai quelques passions, j'aime la politique, mais pas suffisamment pour en faire, en tout cas pas tout de suite, c'est pas à l'ordre du jour. Et quand bien même ce serait à l'ordre du jour, ça ne peut pas être au détriment des tondus, parce que j'ai monté les tondus pas pour des questions politiques, je l'ai dit tout à l'heure. Mon problème n'est pas une question de politique, c'est une question de bon sens. Je souhaite qu'on baisse le coût du travail ou le coût lié au travail, non pas par choix politique ou idéologique, simplement par bon sens, parce que si le coût du travail baisse, le nombre de demandeurs d'emploi baissera également. La création d'emplois, elle augmentera tout simplement. C'est pas par choix politique. Alors on me demande,
avant, il y avait l'autre question. Ah oui, la Alors, question, que pensez-vous faire qu'est-ce qui est financé grâce à la part patronale? Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est financé sur la part patronale, c'est un véritable chemin de croix que de le savoir réellement. Je crois que même la sécurité sociale elle-même, elle n'est plus très très sûre. J'ai essayé de savoir avec l'URSSAF, avec l'ACOS. Je remercie d'ailleurs, quand je dis je remercie, c'est un peu ironique, Monsieur Lebon de l'ACOS et Benjamin Ferroas qui font maintenant silence radio à la moindre question. Parce que eux-mêmes, je crois, ne savent pas réellement répondre à cette question. Donc la part patronale, qu'est-ce qu'elle finance et qu'est-ce qu'elle finance pas? Il faut chasser tout de suite les idées reçues à ce sujet-là. La part patronale, elle ne finance en rien, mais alors vraiment en rien, la sécurité sociale des salariés. Malheureusement, les pauvres salariés doivent travailler et être taxés toujours un petit peu plus pour financer leur propre protection sociale. Elle finance en revanche une partie de la protection sociale des handicapés, ce qui est logique, puisque eux-mêmes n'ayant pas cotisé ou ne pouvant pas cotiser, ils n'auraient pas de protection sociale. Et c'est ce que j'appelle un vrai système solitaire, c'est ça. Elle finance la protection sociale des retraités pour une petite partie aussi, mais c'est extrêmement difficile de savoir dans quelle proportion, parce qu'il y a les caisses de retraite aussi qui, a priori, apporteraient leur pierre à l'édifice de la protection sociale des retraités. Et elle finance des choses dont on est certain qu'elle les finance et on ne comprend pas trop pourquoi. Une partie de la part patronale sur les 431 milliards que la part patronale rapporte chaque année. Il y en a une petite partie qui part au syndicat des transports d'Île-de-France. Bon, alors pourquoi, je ne sais pas exactement. Le STIF, ouais. Oui, le fameux STIF, exactement. Alors, pourquoi on a décidé ça? Comment? Je ne saurais pas vous dire. Malheureusement, c'est des questions auxquelles on essaie d'avoir des réponses quotidiennement, mais encore une fois, c'est un véritable chemin de croix. Et enfin, la part patronale, malheureusement, elle finance un coût administratif qui est très très élevé. Donc je tiens ce chiffre de l'ancien ministre de l'économie, Pierre Moscovici, enfin de son cabinet précisément. Le coût administratif est estimé entre 1,3 et 1,7 milliard d'euros qui serait financé sur la part patronale. Ce coût administratif est le seul coût de fonctionnement, parce que le coût global, naturellement, du financement de la protection sociale est bien plus élevé. Donc voilà pour les principaux financements de la part patronale, mais il y en a d'autres. Alors au fur et à mesure que je les découvre, on les met sur l'étendue.fr ou sur Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail de temps en temps. Si on a des réponses plus complètes, on vous les fera bien volontiers. Alors, on nous dit aussi, alors justement au niveau de l'Union européenne, parce qu'on perd énormément d'emplois industriels par jour, et il y a un dumping social qui est pratiqué à l'échelle du continent, puisque les pays d'Europe de l'Est, on sait, ont des salaires minimum beaucoup plus, on va dire, très inférieurs à ce qui se passe en Europe occidentale. Donc forcément, il y a une concurrence, un dumping. Nous n'avons pas les mêmes règles, évidemment, aussi entre pays de l'Europe occidentale, puisque les Allemands, eux, n'ont pas de salaire minimum, ils n'ont pas d'obligation aussi au niveau du temps de travail, puisqu'on il y a qu'un temps maximum, il me semble bien, Exactement, en Allemagne, voilà, il n'y a voilà. pas de temps minimum. Donc ce sont des règles de dumping absolu, puisqu'en plus on sait que l'Allemagne, surtout dans le secteur de l'agriculture, fait appel à des Ukrainiens, des Polonais, des Lituaniens, etc. d'Europe de l'Est qui sont payés moins cher. Et puis l'Union européenne autorise les contrats détachés aussi aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on peut travailler en France avec des conditions polonaises, sous la législation polonaise, parfaitement autorisé, ce qui n'était pas encore il y a quelques années, mais au fur et à mesure, donc c'est une compétition totale de tous les salariés. Comment on va faire dans ce système? C'est un peu fou, moi je trouve. Alors, sur le dumping social, bon, plusieurs personnes, je cible Oui, personnes. on nous en a réponds parlé à souvent. plusieurs personnes en Ouais. même temps. Je fais une réponse globale sur le dumping social. Effectivement, c'est un problème que j'ai d'abord plusieurs fois soulevé. D'abord, je l'ai vécu dans mes propres entreprises. Il y a une certaine concurrence qui vient des pays de l'Est ou des pays du Nord et à laquelle nous ne pouvons pas répondre avec les conditions législatives qui sont les nôtres et ce que nous impose le Code du travail. C'est un problème. Cependant, je suis un europhile convaincu. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en Angleterre, je parle une dizaine de langues assez couramment, j'ai cette chance. Donc forcément, l'ouverture des frontières n'a pas que du mal. Et je refuse d'être catégorique. Mais elle est liée quand même à la situation de chômage. Oui, bien sûr. Mais donc, effectivement, sur l'emploi, sur le travail, sur l'économie des entreprises françaises ou de certains pays, il n'y a pas que la France qui subit l'Europe, l'Espagne aussi, ou des pays plus pauvres, plus pauvres, ou en tout cas plus en difficulté financièrement, comme l'Irlande ou comme la Grèce, ont vécu aussi, ont subi à certains moments le dumping social. Bon. Cependant, je refuse de croire que la seule ouverture des frontières en matière d'emploi serait responsable pour tous les maux que nous vivons. Non, mais c'est un des mots. Alors, c'est un des mots. Je ne crois pas que ce soit insoluble. Je suis même convaincu
qu'il y a des portes de sortie. Bah alors comment? Parce que on va avoir avec ces contrats détachés, voilà, moi je vais embaucher des Ukrainiens payés 300 €. Pourquoi j'irai embaucher des Français en plus je devrais payer des charges sociales, des charges patronales? Je vais essayer, j'espère que j'y arriverai en étant clair, de répondre à deux questions en même temps, parce que j'ai vu tout à l'heure passer une question sur les auto-entrepreneurs, mais vous allez vite comprendre le lien. Ouais. On me posait la question, je ne sais plus qui, me posait la question sur ce que je pense des auto-entrepreneurs, qui serait une concurrence déloyale et pour les artisans, et qu'il faudrait supprimer. Et à ceux qui disent ça, je voudrais dire, mais pourquoi supprimer l'auto-entrepreneur? Non, au contraire, c'est une très bonne solution, l'auto-entrepreneur. Généralisons-le, à l'artisan aussi, aux petits commerçants, aux peintres, aux fleuristes, que tout le monde ait les avantages de l'auto-entrepreneur. Je souhaite ça. Plutôt que de vouloir supprimer les auto-entrepreneurs qui ont quand même créé près de 900 000 entreprises. Je voudrais d'ailleurs au passage saluer leur père créateur, qui est Aurélien Salé, qui a créé les auto-entrepreneurs avec Nicolas Sarkozy. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi vouloir supprimer juste parce qu'il y a une mauvaise conséquence? On peut éluder la mauvaise conséquence, tout simplement. Ouais, c'est quoi la mauvaise conséquence? Alors, la mauvaise conséquence, c'est que les auto-entrepreneurs, s'ils ont permis de créer 900 000 entreprises sans salariés, malheureusement, en tout cas, ça a fait 900 000 chômeurs de moins, forcément, sur toutes ces années, j'entends pas une seule fois. Bon. La mauvaise conséquence, c'est que ça a été une concurrence un peu déloyale pour les artisans, voilà, qui, eux, payent des charges, cotisent au RSI, etc. Bon. Mais il est facile de supprimer cette mauvaise conséquence en transformant ou en laissant les artisans accéder au statut de l'auto-entrepreneur, le statut unique qui mettrait tout le monde d'accord. Et bien c'est exactement ce à quoi je crois en ce qui concerne le dumping social. Je me dis, faisons de l'uniformisation. Il y a probablement... mais l'uniformisation, ça va être les Français payés au salaire des Ukrainiens, pas des Ukrainiens payés à des salaires français. Ça va être ça l'uniformisation. Ça peut être ça. Ah bah donc, ça se tend vers ça. Moi, peut être ça. Je ne souhaite pas que ce soit ça naturellement, mais ça pourrait l'être effectivement. Mais pourquoi vouloir être aussi négatif? Il peut aussi exister le cas du nivellement par le haut. C'est ce pourquoi je me bats d'ailleurs. C'est pour ça que très sincèrement, sans vouloir être l'oiseau de mauvais augure, mais on a déjà la preuve que c'est pas possible puisque l'Allemagne elle-même a délocalisé, on va dire sous-traite une grande partie de son industrie dans les pays périphériques, Pologne, Hongrie, etc. En particulier pour l'industrie automobile, où là c'est vraiment flagrant. Et puis, évidemment, grâce à cette délocalisation, elle fait fabriquer donc dans ces pays-là à bas coût, de main-d'œuvre à bas coût, tous les éléments, puis qu'elle réassemble évidemment en Allemagne, et toute la technologie, etc., est en Allemagne. Mais les Allemands, ils profitent directement de cette position. Ils n'ont pas intérêt demain à dire les Hongrois, les Polonais, on va les payer au salaire des Français et des Belges. Certainement pas, certainement. Enfin, moi, j'y crois pas d'un point de vue économique, puisque c'est pas leur intérêt. C'est pas leur intérêt. Ils ont intérêt à maintenir que, et à la limite, s'il faut adapter des salaires, en ce moment, on n'arrête pas de dire aux Français qu'on va baisser leur salaire, qu'on risque de baisser le SMIC. J'invente rien. Non, on le dit. On l'a dit. On l'a dit. Je suis comme ça s'est fait. Il faut le savoir que ça s'est fait en Grèce, en Italie, en Espagne. C'est pas genre quand on invente quelque chose. C'est que vraiment, ça peut se passer, ça. Alors, dans l'ordre, déjà, parlons vite fait, parce que tout à l'heure, je voulais répondre là-dessus. On a dévié sur autre chose. Très, très vite fait, on nous a parlé des réductions je disais d'ailleurs, même si ce n'est pas un cadeau, on fait des réductions de charges sociales. Je voudrais rappeler sur ces réductions de charges sociales très très vite qu'elles sont accordées aux entreprises qui payent leurs salariés à des niveaux minimum. Or, moi, je n'ai pas pour ambition de payer mes salariés le moins possible. J'ai pour ambition que mon salarié, quand il a bien travaillé, puisse gagner plus à un moment, sans travailler plus. Tout simplement, travailler mieux et gagner plus. J'aimerais que ça existe. Sauf là, ce qu'on me propose, pour pouvoir bénéficier de charges sociales réduites, c'est de maintenir mon salarié au minimum. Donc ça, c'est le nivellement par le bas et je n'en veux pas. C'est aussi pour ça que lutte est tendue, premièrement. Vous m'avez posé la question, donc je rebondis maintenant sur comment un dumping social positif peut-il exister. Alors, naturellement, ça ne se passe pas sans concertation. Je l'ai dit de la même manière que la suppression de la part patronale ou que tous les plans, quel que soit leur nom et quels que soient ceux qui les initient, ne peuvent pas avoir lieu sans concertation avec les gens concernés, compétents pour ça. Le dumping social positif ne peut pas avoir lieu si on ne met pas autour de la table les vrais acteurs, ceux qui sont compétents et concernés pour le mettre en place. Mais je reste convaincu, quand on sait qu'on a réussi à faire l'Europe, je reste convaincu que l'on peut faire du dumping social positif. Tout dépend naturellement de ce qu'on cache derrière le vocable dumping social, mais
Mais comment les pays vont se mettre d'accord? Parce que personne n'a les mêmes intérêts. L'Allemagne, elle, par exemple, clairement, elle n'a pas intérêt. D'ailleurs, voilà, chez eux, ils ont supprimé le salaire minimum. Alors, elle ne l'a pas Il n'y pour a le même moment. pas de salaire minimum. Comment on va se faire? C'est-à-dire qu'entre déjà la France et l'Allemagne, pas d'harmonie fiscale, pas d'harmonie salariale. Donc, comment on va aligner des autres pays qui sont encore plus bas? On va leur... moi, ça me paraît complètement impossible. Effectivement, ça me paraît aussi très très compliqué, mais je veux rester positif. C'est pas parce que compliqué ne veut pas dire irréalisable ou impossible. Compliqué ne veut pas dire infaisable. Ah oui, oui, c'est pas infaisable, je dis pas. Mais donc je reste convaincu et ce qui me laisse penser réalistement, ça, ils ne seront pas d'accord. Enfin, ce qui me laisse penser que c'est faisable, qu'à un moment on va quand même peut-être réussir à sortir de l'impasse ou de l'ornière dans laquelle on est face à l'emploi en Europe et face aux conséquences du dumping social négatif tel qu'on le vit actuellement, c'est que d'abord on a épuisé déjà beaucoup de solutions, donc peut-être qu'à un moment on va enfin arriver à trouver les bonnes, j'espère, d'une part, et d'autre part je suis convaincu que qui peut le plus peut le moins, on a quand même réussi à mettre autour de la table et à ouvrir les frontières de pays qui il y a 50 ans, 100 ans étaient en guerre. Je rappelle... comment ça, quel pays la France et l'Allemagne, tout simplement. Oui, mais et l'histoire en Europe, oui, je vais pas vous faire... Oui, d'accord, on était en guerre, mais il y avait des échanges entre la France et l'Allemagne. Mais qu'importe qu'il y ait eu des échanges. Il n'y avait pas de... Oui, mais c'était pas des frontières fermées. On était dans des situations où il n'était pas possible, à un moment, des pays, et regardez l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud, tout simplement. Hein, ou plutôt, si vous voulez aller plus loin, l'Irlande du Sud et l'Angleterre sont des pays qui étaient, il n'était même pas envisageable de les mettre autour d'une table. Et on y est parvenu. Ouais, mais c'est pas l'Union européenne, ça. On peut se mettre à table avec plein de gens sans, c'est pas forcément. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est pas que c'est l'Union européenne qui l'a réussi. Mon propos, c'est que juste ça, alors que ça procédait de l'impensable il y a encore 50 ans, parfois 20 ans, on a réussi à le faire. Je ne vois pas pourquoi, alors qu'il y a moins d'enjeux, même s'il y a des enjeux très importants, on ne pourrait pas, avec un peu de volonté, et c'est le message que je voudrais délivrer aussi avec les tondus auprès des chefs d'entreprise et des salariés, arrêtons un peu d'être négatifs, quoi. Il y a d'ailleurs, non, mais justement, parce que j'y crois que je suis là. Non, mais justement, être positif, est-ce que c'est pas penser que justement tout ça, ça ne marchera pas et qu'il faut chercher d'autres solutions? Parce que moi, je vois pas comment on va régler les problèmes actuels avec des anciennes solutions. Hein. Je comprends pas. Parce que pour moi, le fait qu'on soit assis à une table, certes, on est assis à une table, mais pour y faire quoi? Et puis à 28, en plus, il faut savoir, on avait calculé ici, hein, on avait fait une émission, on avait calculé. Si on parle 3 minutes chacun, on a déjà pour une heure et demie. Oui, mais est-ce que vous croyez que l'Europe, elle s'est construite en 5 minutes? Ah oui, mais ça veut dire que si on parle un quart d'heure chacun sur un sujet, on fait une réunion de 5 heures. Combien de temps... Il va falloir du temps pour négocier. Combien de temps, a-t-il fallu pour monter une web télé comme la vôtre? Ah bah oui, certainement. Combien de temps et combien de volonté? Vous m'avez parlé tout à l'heure en rentrée. Ah oui, mais parce que... du temps que ça vous prend, de votre investissement personnel. La seule différence, c'est que nous tous dans le projet, on agissait tous dans le même sens. Mais c'est pas le cas dans l'Union européenne, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Nous, on partageait tous le même intérêt, on était tous dans le même sens. Alors que l'Union européenne, on a la France qui a besoin, on va dire, justement, de maintenir son niveau de protection sociale, mais c'est pas possible avec dans l'état actuel. On a une Allemagne qui, elle, a bradé sa protection sociale pour des petits salaires. L'Angleterre, elle, qui avait fait le choix aussi bien avant avec Thatcher dans les années 80, parce que finalement, c'est Schröder qui a fait toutes ces réformes en Allemagne, hein, c'est ça. Et en Angleterre, c'est Margaret Thatcher. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour s'entendre alors qu'on n'a même pas les intérêts, les mêmes visions de base communes? On a, je veux dire, les Allemands, quand je parle, je dis on n'a rien en commun au sens des intérêts nationaux. Je ne parle pas je ne parle pas des Allemands, j'ai rien contre les Allemands, mais je parle de l'économie allemande, des intérêts allemands, voilà, qui ont intérêt à avoir un empire à côté de chez eux avec des salaires pas chers, des bas salaires pour leur industrie, qui ont intérêt à avoir une monnaie relativement forte, contrairement à nous, puisque c'est une économie d'exportation de haute valeur ajoutée, voilà, des Mercedes, ils ont toute la chimie, toutes les machines-outils. Nous, on vend des choses, voilà, des voitures plutôt moyenne gamme, on vend, voilà, donc on a besoin d'une monnaie plus faible que la leur. Je parle à l'intérieur. Donc on n'a pas les mêmes intérêts, quoi. C'est pour ça que je comprends pas comment on va réussir à se unir. Et surtout les salaires, c'est très important parce que les Allemands, chez eux, les salaires. Alors, ils ont tout bradé. Malheureusement, le temps qui m'est imparti est trop court. Non, mais il faut trouver des solutions. Hein, je ne suis pas Superman ni le bon Dieu. J'aimerais, en tout cas, la question c'est est-ce que je pense que c'est possible? Oui. Comment
sincèrement, mon premier argument, c'est la volonté. Je sais que ça suffit pas, et puis ça va vous paraître un peu léger comme réponse, mais c'est quand même l'ingrédient principal. La volonté, grâce à elle, on va pouvoir quand même au moins initier que le dumping social ait moins de conséquences dans certains pays, de même que grâce à la volonté aussi, on a sauvé la Grèce. À quel prix? Je le sais, mais on l'a quand même sauvé. On a sauvé les banques, moi j'ai envie de dire. Enfin. Alors, on a sauvé les meubles. Parce que le peuple grec, on va voir aux prochaines élections. On jette un œil sur la Grèce aux prochaines élections. Ah, mais il faut absolument jeter un œil. Bon, en tout cas, sur cette question-là du dumping social, j'espère avoir répondu de manière assez claire. Oui, je suis conscient que le dumping social tel qu'il existe actuellement est très négatif. Il a des conséquences très importantes sur les entreprises françaises. Je lisais à l'instant Fleurette qui disait que si elle avait le choix entre un Roumain, un Français, un Roumain à 800 et un Français à 2200, oui, la question se pose pas. Et très sincèrement, tout philosophe que je suis, j'aurais probablement la même attitude qu'elle. Mais je reste quand même convaincu qu'on peut sortir de l'ornière créée par le dumping social avec des volontés. Et encore une fois, la première chose qui manque, ce sont les vraies compétences. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait autour de la table non pas que des politiques ou des philosophes qui sont là à distribuer des grands discours sur l'entreprise, mais il faut aussi qu'il y ait des chefs d'entreprise et des salariés qui soient associés à ces négociations. Je voulais aussi vite fait répondre, j'ai vu passer il y a une minute ou deux une question qui était amusante et j'aimerais quand même y répondre. C'était marqué, Monsieur de Thomas, vous êtes élu de Mal-Élysée, quelle est votre première mesure? Alors, ma première mesure... je crois que j'en aurais 100. J'ai souvent pensé à cette situation comme tout le monde. On s'est un jour dit, si j'étais président de la République, naturellement, ma première mesure, ça va quand même de favoriser l'emploi. Mais la toute première, avant ça, la toute première, elle serait bien plus symbolique. Je le souhaite vraiment d'ailleurs, que ça arrive un jour. J'ai essayé de l'organiser cette année, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas encore fonctionné pour des raisons plus techniques que politiques. Mais je voudrais vraiment rassembler. Mais ça serait ma première mesure, ce serait de rassembler. Je veux plus que le politique soit l'ennemi de l'administré. Je veux plus que le salarié soit l'ennemi du patron. Que le syndicaliste soit l'ennemi du chef d'entreprise. Donc ma première mesure, ce serait peut-être une mesure visant à plus d'harmonie chez les Français, parce que c'est ce qui nous manque. On est devenu une société individuelle. Alors comment je le concrétiserai, ce serait trop long, puis c'est pas le débat ce soir. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire la première mesure à laquelle je tiendrai le plus, c'est celle-là. Mais évidemment, techniquement, concrètement, celle à laquelle j'attacherai plus d'importance tout de suite après, c'est de supprimer la part patronale pour tout de suite libérer les énergies des entreprises qu'elles en ont, et surtout ma première mesure serait une mesure qui taillerait, mais alors vraiment à l'arrache, dans la pléthore de statuts de création d'entreprise ou de statuts juridiques des entreprises pour en faciliter la création. C'est beaucoup trop compliqué en France de créer une entreprise, ça prend trop de temps et ça nécessite trop d'argent, alors qu'il y a de la volonté, il y a des talents, il y a des idées. Je voudrais rendre un petit hommage ici à mon ami Guillaume Dretz, qui est à Avignon, qui a 23 ans, qui vient d'ouvrir une boutique au Beau de Provence et qui n'est pas à son coup d'essai, et pourtant il n'a que 23 ans, donc de la volonté il y en a. Je voudrais rendre hommage à Séverine Hainaut, à Nevers, enfin à la Charité-sur-Loire précisément, avec laquelle je me suis associé. On vient d'ouvrir un magasin, et pareil, elle a 22 ans. Je voudrais rendre hommage à Damien Gano-Gonzalez, qui a 28 ans, elle a déjà sa 6e ou 7e boîte. Donc des gens qui ont de la volonté, qui créent de l'entreprise, qui veulent, il y en a. Mais malheureusement, là, je parle que de ceux qui y sont parvenus. Et combien il y en a qui me téléphonent chaque jour au tondu, qui aimeraient, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop long et trop cher. Donc ma première mesure, ce serait toutes celles qui viseraient à libérer et l'employeur et l'employé. Alors on me parle, depuis tout à l'heure, c'est vrai, on en a parlé, c'est du TAFTA, donc le fameux traité transatlantique. Et on me dit, mais ne pensez-vous pas que ce traité, parce que il y a aussi beaucoup de gens il y en a qui me disent, oui, ben justement, ce sont les traités européens qui vont décider de tout. Et voilà, on me dit, que pensez-vous de ce traité qui annonce la future destruction de l'artisanat face aux grandes firmes américaines? Parce qu'on va ouvrir complètement le marché européen sans restrictions douanières, économiques, sociales, etc. On va supprimer toutes les barrières et donc on va être complètement envahi par ces entreprises américaines qui vont déferler sur l'Europe.